Depuis février 2021, la donne a changé en Libye. L'implication de l'Union africaine à travers le comité de haut niveau que dirige le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ainsi que les multiples rencontres initiées par la communauté internationale, ont fait bouger les lignes dans le conflit qui déchire ce pays depuis 2011. Le 5 février donc, un pas important a été franchi sur les différents arrangements qui structuraient jusque-là les institutions de transition en Libye. Le régime est devenu parlementaire. Le président du Conseil présidentiel, par exemple, n'est plus le Premier ministre comme le stipulait l'accord de Genève de 2012 et celui de Skhirat de 2015. C'est ainsi que Fayez al-Sarraj, qui occupait ces fonctions, a cédé le témoin à Mohamed al-Monfi, élu par le Forum de réconciliation interlibyen, et Abdel Ahmed Dbeiba est devenu Premier ministre. Aussi, une nouvelle transition vient-elle de commencer en Libye, avec en perspective l'organisation en décembre prochain des élections générales. Mais il faut d'abord et avant tout réussir l'unification du pays et la réconciliation nationale, mettre fin à l'ingérence étrangère et à l'activisme des groupes terroristes. C'est dans cette optique que le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Monfi, a foulé le sol congolais le lundi 26 juillet 2021 aux environs de 16h30 pour une visite de travail de 48 heures. À son arrivée à l'aéroport international Maya-Maya, Mohamed al-Monfi a été accueilli par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Conscient du rôle combien louable du président Denis Sassou Nguesso dans la recherche de solutions à la crise libyenne, Mohamed el-Monfi est venu frapper à la bonne porte au moment où son pays a décidé de gagner le pari de la paix, de la stabilité et de la relance de son économie. Ici, la solution africaine au conflit libyen est plus que d'actualité. Ainsi, les entretiens entre les deux chefs d'État qui se sont déroulés plus tard au palais présidentiel ont été décisifs. Se félicitant des conclusions du sommet de Berlin du 23 juin 2021, les deux dirigeants ont largement fait le tour d'horizon de l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire en Libye, avant d'évoquer la perspective des élections présidentielles et parlementaires du 24 décembre prochain. Nous avons écouté évidemment de son Excellence plusieurs points et plusieurs suggestions concernant évidemment la réconciliation et la sortie des mercenaires. La réconciliation nationale, c'est un sujet important. L'unification, l'institution militaire. Après tout cela, donc, nous allons directement aux élections et surtout après la stabilité en Libye. Je répète mon remerciement à son Excellence, Monsieur le Président. Et pour tous, certainement, nous restons en contact pour résoudre les problèmes en Afrique. Et je confirme que notre retour au sein de l'unité africaine et notre rôle qui commence à prendre place en Afrique. La rencontre entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Mohamed al-Monfi a été l'occasion tout indiquée pour le chef de l'État congolais et président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye de réitérer son appel à tous les acteurs politiques libyens au dépassement. Denis Sassou Nguesso les a invités une fois de plus à privilégier l'intérêt de leur pays en œuvrant résolument et continuellement pour l'unité, la paix et la réconciliation nationale. Les deux dirigeants ont également appelé au respect par tous les pays des engagements pris à la conférence de Berlin tenue en décembre 2020 et renouvelés à l'occasion des deux réunions du comité international de suivi tenu à Munich en janvier 2020 et à Berlin en juin 2021. En sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le président Denis Sassou Nguesso a réitéré sa disponibilité et son engagement à accompagner jusqu'au bout les Libyens dans le règlement définitif de la crise dans leur pays. C'est finalement le mardi 27 juillet 2021, en début d'après-midi, que le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Monfi, a quitté Brazzaville
au terme d'un séjour de travail qui a duré 2 jours. Le vendredi 30 juillet 2021, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a dirigé les travaux de la 19e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, une session qui s'est déroulée en visioconférence et qui a permis de passer en revue l'état actuel de la région depuis novembre 2020. La situation politique et sécuritaire en Afrique centrale a dominé les travaux de cette session, ainsi que le processus d'intégration régionale et l'état des contributions statutaires au budget général de la communauté. 5 autres chefs d'État ont pris part à ce sommet, notamment Paul Kagame du Rwanda, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Évariste Ndayishimiye du Burundi. Les autres pays de la communauté ont été représentés par les mandataires des chefs d'État. Ouvrant les travaux, le président en exercice de la CEEAC, le Congolais Denis Sassou Nguesso, a salué d'entrée de jeu la mémoire du président Idriss Déby Itno du Tchad, décédé en avril 2021. Au moment où s'ouvre ce sommet, nous avons à l'esprit la tragique disparition de notre frère et ami, le président Idriss Déby Itno, tombé au champ d'honneur pour la défense de son pays. Le maréchal du Tchad portait un réel optimisme en un avenir radieux et partagé des États membres de notre communauté. Nous garderons toujours le souvenir de ce digne fils d'Afrique qui vouait une foi inébranlable à l'intégration effective des peuples de notre sous-région. Denis Sassou Nguesso, qui a pris les rênes de la CEEAC en novembre 2020, a décidé de donner une nouvelle impulsion au processus d'intégration régionale. Mais pour réussir ce pari, il faut une paix durable dans la région, d'où les actions menées pour consolider le climat de sécurité à travers la normalisation des relations entre les États. C'est pourquoi je salue une fois encore la République centrafricaine et la République du Tchad pour la décision courageuse et éclairée prise à l'effet de surmonter pacifiquement le grave incident frontalier survenu au mois de mai dernier entre ces deux pays frères. Tout en condamnant ces événements graves et me référant au traité révisé de la CEEAC, j'appelle une fois de plus les autorités du Tchad et de la Centrafrique à la stricte observation des principes de non-agression et d'intangibilité des frontières. Dans cette même optique, je voudrais aussi évoquer avec satisfaction le réchauffement diplomatique observé entre le Burundi et le Rwanda. Ces avancées encourageantes sur la voie de la normalisation des relations entre ces pays frères ne peuvent que stimuler notre engagement collectif à privilégier le dialogue constructif dans le règlement des conflits susceptibles de fragiliser la bonne entente entre leurs peuples. Le communiqué final adopté au terme des travaux a retracé les avancées enregistrées au plan politique et sécuritaire en Afrique centrale, en dépit de quelques soubresauts enregistrés par l'activisme des groupes terroristes. Sur le plan politique, la conférence s'est félicitée de ce que les processus électoraux organisés dans la région ont été pacifiques, même si les décisions de boycott prises par certains partis et regroupements politiques constituent encore des motifs de préoccupation en matière d'enracinement de la démocratie dans la région. Sur le plan sécuritaire, la conférence a salué les efforts importants et louables menés par les États membres en vue de faire face aux menaces contre la paix. La conférence reste également attentive aux points chauds auxquels la communauté fait face, à savoir la situation sécuritaire préoccupante
en République centrafricaine, imputables à la poursuite des activités de déstabilisation. Les menées résiduelles des bandes armées et groupes terroristes dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord du Cameroun. L'activisme continu des forces négatives et des groupes terroristes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, ainsi que la poursuite des actions des groupes armés résiduels au Tchad et les menaces terroristes au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. À propos des contributions statutaires soulevées par la nécessité de financer les projets stratégiques d'intégration physique et économique de la région, les chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC ont décidé de la régularisation dans des délais raisonnables de cette situation. La conférence a félicité les États membres qui sont à jour de leurs contributions et a exhorté les États membres qui ne le sont pas encore à s'acquitter de la totalité de leurs arriérés de contribution afin de permettre à la communauté de disposer de moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. La conférence a réaffirmé son engagement à appliquer le mécanisme de la contribution communautaire d'intégration afin de garantir la mise en œuvre efficace et soutenable du plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 et l'atteinte des objectifs de la communauté. La conférence a, à cet effet, instruit le président du Conseil des ministres et le président de la commission de la CEEAC de mener une tournée dans les États membres en vue de la régularisation de la situation des contributions des États membres. La situation en Libye a fait également l'objet d'une attention particulière au cours de cette 19e session de la CEEAC. Le président en exercice, Denis Sassou Nguesso, a appelé à se mobiliser davantage pour la paix en Libye. Aussi, Denis Sassou Nguesso a-t-il appelé les pays de la communauté à œuvrer sans relâche pour l'instauration d'une vraie solidarité au plan régional en mettant mieux à contribution les nombreux atouts de développement dont dispose la CEEAC. Car l'Afrique centrale ne doit pas être le ventre mou du développement sur le continent. La communauté économique des États de l'Afrique centrale ne pourra plus jamais être considérée comme le ventre mou de la volonté de l'Afrique de réaliser son intégration totale. L'Afrique centrale dispose d'atouts considérables pour être même considéré comme le moteur de ce mouvement. Et seule la volonté politique des dirigeants de l'Afrique centrale donnera cette force à notre communauté. Et je sais que cette volonté politique, nous l'avons. Et les décisions que nous venons de prendre pour permettre la mise en œuvre des réformes d'intégration l'indiquent clairement. La ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Ghislaine Olga Ebouka-Babakas, qui a assisté aux travaux de cette 19e session ordinaire de la CEEAC, en tire les leçons. On peut donc retenir, et cela a été apprécié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président en exercice, Monsieur Denis Sassou Nguesso. On peut donc se féliciter que de façon globale, il existe dans notre sous-région une stabilité en matière politique et sécuritaire. Nous en voulons pour preuve les élections qui se sont déroulées aussi bien en République centrafricaine que dans notre pays et qui, du point de vue de tous, se sont déroulées dans de très bonnes conditions. L'on pourrait aussi se réjouir du fait qu'au Tchad, le processus de normalisation suit son cours. Le second point a été celui de la prise de décision qui ont été examinées par le Conseil des ministres. Et là aussi, l'on peut se satisfaire du fait que la conférence des chefs d'État a adopté toute la série des décisions. Il y en a eu 17. Elles visent différents secteurs économiques, des secteurs aussi institutionnels. En réalité, c'est le socle même de l'intégration sous-régionale qui se dessine à travers l'adoption de ces 17 décisions. Le
Le Conseil des ministres s'est réuni en présentiel le mercredi 28 juillet 2021 sous la très haute autorité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Au menu de ce Conseil des ministres, le projet de loi de finances rectificative soumis à l'examen des membres du gouvernement. Ce projet de loi de finances, après examen, a rencontré l'approbation du Conseil des ministres. Des précisions avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Thierry Mungala. De manière globale, le projet de loi de finances rectificative prévoit des recettes budgétaires qui s'établissent à 1 665,5 milliards de francs CFA, une baisse de 208 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions de départ. Des dépenses budgétaires estimées à environ 1 500,6 milliards de francs CFA, une baisse de 144 milliards de francs CFA, et un solde budgétaire de 164 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances prévoit également en financement et en trésorerie des ressources de 131 milliards de francs CFA et des charges de 685,3 milliards de francs CFA. Il se dégage ainsi un gap de trésorerie de 554,3 milliards de francs CFA, partiellement résorbé par l'excédent budgétaire de 164,9 milliards de francs CFA, entraînant un gap de financement de moins 389,4 milliards de francs CFA. Un projet de loi de décret portant classement des réserves foncières de l'État acquises par rétrocession des terres coutumières dans certains départements du pays a été soumis à l'examen des membres du gouvernement par le ministre de tutelle, le ministre d'État Pierre Mabiala. Après la session de la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières dans les départements visés, certaines familles, conformément à la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018, fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains, ainsi qu'aux dispositions des arrêtés respectifs pris sur cette base, ces familles ont été reconnues propriétaires terriens. Cette reconnaissance est assortie de l'obligation pour le mandataire général de chaque famille terrienne de procéder à l'immatriculation des terres coutumières reconnues par l'État. L'article 16, alinéa 2 de la loi offre l'opportunité aux propriétaires terriens de pourvoir à cette immatriculation au moyen d'une rétrocession foncière à l'État de 5% de la superficie totale des terres coutumières reconnues au titre des frais relatifs aux travaux cadastraux et à l'établissement du titre foncier en leur faveur. C'est donc dans le cadre de ce paiement en nature et à la requête des propriétaires terriens désireux de devenir propriétaires fonciers que les frais d'arpentage et d'immatriculation des terres coutumières dûment reconnus par l'État sont déduits des patrimoines respectifs, constituant ainsi des terres foncières de l'État d'une superficie totale de 1714 hectares, 95 ares et 26 centiares. Le projet soumis à l'examen du Conseil des ministres aboutira donc au classement dans le domaine public de ces réserves foncières de l'État et à l'immatriculation de chacune d'elles au nom de l'État. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, de son côté, a soumis à l'examen du Conseil des ministres 2 projets de décret à travers lesquels le gouvernement de la République s'engage à redonner vie à la centrale électrique de Njeno, tombée en désuétude, et à réparer les insuffisances de la ville de Pointe-Noire en eau potable. Le premier projet de décret porte approbation du contrat de concession entre l'État et la société AXA Énergie Compagnie Congo. Dotée d'une puissance installée de 50 MW, lors de sa mise en service en décembre 2002, la centrale électrique de Njeno, située à Pointe-Noire, est à l'arrêt depuis novembre 2013. Afin de lui redonner vie, et grâce à l'évolution du cadre réglementaire qui autorise des entités privées à investir dans les différents segments du secteur de l'électricité, dans la production, le transport et la distribution, un appel d'offres international restreint a été lancé le 30 avril 2020. AXA Énergie Compagnie Congo, filiale d'une société de droit turque, a été retenu comme adjudicataire avec pour mission de réhabiliter les 2 turbines de 25 MW chacune, puis de porter la puissance installée à 100 MW. La capacité de production de vente au terme de la concession qui durera
30 ans représenter au moins 80% de la puissance installée. Ce mode de gestion permettra la réhabilitation de l'ouvrage, la création de nombreux emplois. Au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à quelques nominations. Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Pour le ministère des Hydrocarbures, directeur général des hydrocarbures, M. Steve Simplice Onanga, diplômé de Master en Petroleum Engineering, pour le compte du ministère de la Santé et de la Population, directeur général du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, professeur Thierry Raoul Alexis Gombe, médecin, enseignant-chercheur au CHU et à l'université Marien-Gouabi. Directeur général de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba Doyo, médecin-colonel Jean-Raoul Chocolat, chirurgien, directeur des hôpitaux. Directeur général de l'hôpital général de Loandjili, Madame Plaza Nekumba Mouladi. Directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire, Docteur Lambert Chakirou.